L'aube se leva tardivement sur Iwo Jima ce 26 février 1945 et les Marines s'attendaient à un autre combat meurtrier sur le sable noir. Mais un homme portait une arme haïe de tous, le Browning Automatic Rifle de 20 livres. Trop lourd, trop lent. La pire arme à emporter dans un échange de tirs du Pacifique, c'est ce que disaient ses instructeurs. Mais dans les heures qui suivirent, le soldat Wilson Watson allait accomplir l'inattendu. Il utiliserait cette même arme défavorable pour combattre seul des dizaines de soldats ennemis et en sortir vainqueur. Les Marines trouvaient le BAR un frein. Watson prouva son potentiel au combat. Avant la fin de la journée, il allait réécrire les règles du combat rapproché. Abonnez-vous pour d'autres récits de la Seconde Guerre mondiale. Le soldat Wilson Watson ne se sentait pas chanceux lorsqu'il reçut le fusil automatique Browning. La plupart des Marines espéraient l'éviter. Avec ses 10 kilos une fois chargé, le BAR était lourd, long et épuisant à transporter. On l'appelait mitrailleuse ambulante, mais dans le Pacifique, où les hommes couraient, rampaient et grimpaient sur un terrain brutal, ce fut plus une punition qu'une arme. Watson s'était entraîné au BAR des mois, de Paris Island à Camp Pendleton. Chaque kilomètre de marche, chaque exercice, lui rappelait le poids supplémentaire qu'il traînait par rapport aux hommes équipés de M1 Garand. Ils avaient des fusils légers et des chargeurs qui se glissaient aisément dans leur ceinture. Lui trimbalait une bête de métal épaisse, de longs chargeurs, et la peur constante de tomber à court au mauvais moment. Sur le papier, le BAR impressionnait. Il utilisait le même calibre 30-06 que le Garand. Il tirait à plusieurs centaines de coups par minute en mode auto. Sa portée efficace affichait 450 à 550 mètres, mais ces chiffres masquaient la vérité. Chaque chargeur ne contenait que 20 cartouches. En mode automatique, cela signifiait moins de 2 secondes de tir continu avant que l'arme ne soit vide sous le feu ennemi. Le rechargement coûtait un temps précieux. 8 à 10 secondes, main tremblante, semblaient une éternité sous le feu des balles. L'arme était aussi livrée avec un bipied, censé en faire une arme de soutien stable. Dans la réalité, ce bipied s'accrochait aux racines, aux coraux, aux sangles d'équipement et à tout ce qu'il pouvait attraper. Nombreux Marines le retiraient, préférant épauler l'arme la serrer contre leur corps et espérer que leur propre force suffirait à stabiliser le canon. Watson avait grandi dans l'Alabama rural. Il avait appris à chasser avec une carabine à verrou où chaque tir comptait et chaque balle perdue signifiait moins de nourriture. Son père lui avait enseigné la patience, à respirer, à aligner les mires et à ne tirer que s'il était certain de son coup. Pour lui, tirer à l'aveuglette n'était que du mauvais tir. Le BAR s'opposait à ce qu'il prisait chez une arme. Bruyant, gourmand en munitions, conçu pour les rafales plutôt que pour la précision. Alors qu'il était accroupi dans une barge bondée se dirigeant vers la plage sombre d'Iwo Jima, le BAR reposait sur ses genoux, comme une encre d'acier. Il savait ce que disait le manuel. Il était la principale source de tir automatique de son escouade, la colonne vertébrale de leur assaut. Mais il savait aussi que tout marine plaisantait. Le porteur du BAR était la cible la plus lente et la plus lourde. Alors que l'île volcanique surgissait devant lui, Watson se demandait laquelle des versions s'avérerait juste. Avant même de toucher le sable d'Iwo Jima, les Marines savaient que cette île ne ressemblerait à aucune autre. Pendant 3 ans, ils avaient combattu à travers le Pacifique. Tarawa, Saipan, Guam, chaque bataille avait été brutale à sa manière. Mais Iwo Jima était singulière. C'était une authentique forteresse, élaborée avec minutie, patience et un objectif unique et limpide, anéantir quiconque oserait s'en emparer. Le général Tadamichi Kuribayashi, le commandant japonais, avait étudié chaque mouvement américain depuis le début de la guerre. Il savait que les Marines dépendaient d'attaques rapides soutenues par l'artillerie navale et l'aviation. Il savait qu'ils se hâtaient de quitter la plage pour ne pas être piégés, et il savait exactement comment briser ce rythme. Au lieu d'aligner ses troupes le long du rivage, Kuribayashi ordonna quelque chose d'inédit dans les batailles insulaires précédentes. Personne ne défendrait la plage.
Pendant 8 longs mois, ces hommes avaient transformé l'île en un labyrinthe. Plus de 17 kilomètres de tunnels s'enroulaient sous le sol, reliant bunkers, grottes, chambres d'artillerie et nids de mitrailleuses. Les collines, crêtes et falaises escarpées forçaient les troupes américaines dans des zones meurtrières. Chaque cachette probable, chaque rocher, cratère, fossé et pente avait déjà été mesuré et marqué pour les tirs de mortier et d'artillerie. Rien n'était accidentel, tout était planifié. Les tirs navals ont pilonné Iwo Jima avant le débarquement, mais les Marines furent stupéfaits de découvrir que la plupart des Japonais avaient survécu sous terre. La roche volcanique absorbait les explosions. Les obus qui auraient déchiré un bunker normal égratignaient à peine le réseau de Kuribayashi. L'île semblait détruite, mais sous la surface, les défenseurs attendaient, indemnes. L'unité de Watson avait été informée de la colline 203, une des positions les plus périlleuses dans le secteur sud de l'île. Les clichés révélaient un panorama dévasté de cendres sombres, de rochers coupants et de petites arêtes où des sections entières pouvaient se dissimuler. En réalité, c'était pire. La colline 203 n'était pas seulement un point élevé, c'était un point de commandement pour de multiples positions de tir. Les mitrailleuses pouvaient viser les Marines d'en haut, de tous les côtés, et depuis des grottes dissimulées qu'ils ne découvriraient que lorsqu'il serait déjà trop tard. Alors que la barge de Watson approchait, le silence semblait étrange. Pas de rafales de mitrailleuses, pas de panache de mortiers, pas d'explosion soudaine, juste le fracas lointain des vagues et le grondement sourd des Marines criant des ordres. On aurait dit un débarquement facile, comme si le bombardement avait peut-être fonctionné. Cependant, les briefings les avaient avertis. Lorsque les Japonais finiraient par ouvrir le feu, ce serait d'un seul coup. Toutes les armes à feu, toutes les positions, c'était le chaos le plus total. Watson resserrait sa prise sur son BAR. L'île devant lui était calme, seulement parce que ses défenseurs le voulaient ainsi. Il comptait les barges, observait les mouvements et attendait le moment parfait pour frapper. Les Marines ne faisaient pas que débarquer sur une île. Ils pénétraient directement dans un piège, savamment orchestré par un commandant qui les avait anticipés mieux que quiconque de leurs adversaires précédents. Le silence sur Iwo Jima ne dura que 47 minutes. C'était le piège. Les Marines ont progressé vers l'intérieur sur le sable noir, luttant dans un sol si mou qu'il engloutissait leurs bottes. Son BAR lui rentrait dans l'épaule à chaque pas. Autour de lui, les hommes commencèrent à se détendre. Pas de tirs, pas de mouvements ennemis, pas de résistance. Certains croyaient même que le bombardement avait peut-être anéanti les défenseurs. Alors le monde explosa. Le premier obus de mortier percuta la plage avec un violent craquement, faisant trembler le sol. Un autre suivit, puis un autre encore. En quelques secondes, des dizaines d'explosions déchiquetèrent les Marines, très serrés les uns contre les autres. C'était comme si l'île entière s'éveillait d'un seul coup. Les canons cachés, silencieux depuis l'aube, se déchaînèrent avec un timing parfait. Des mitrailleuses crachaient des grottes, des snipers tiraient de trous à peine plus grands qu'un casque. Des bunkers qui semblaient détruits s'illuminèrent soudain de lueurs de tir. Le plan de Kuribayashi s'abattit avec toute sa puissance. Watson et son escouade progressaient sur près de 300 mètres à l'intérieur des terres, lorsque la colline devant eux prit vie. De longs et fins filets de balles traçantes zébraient l'air à quelques centimètres du sol couvert de cendres. Les Marines plongeaient pour se mettre à couvert, mais partout où ils se ruaient, des rafales de tir les suivaient. Ce que les hommes ne savaient pas, et ce que les Japonais avaient préparé des mois à l'avance, c'est que chaque parcelle de terrain avait été préciblée. Les tirs de mortier frappaient précisément là où les Marines essayaient de se dissimuler. Les mitrailleuses balayaient les sentiers que les Marines empruntaient instinctivement. C'était un champ de bataille conçu pour punir chaque instinct normal de l'infanterie. Watson se jeta à plat ventre et pointa son fusil automatique Browning. Il essaya de tirer depuis une position couchée stable, comme à l'entraînement, mais dès qu'il commença, les mortiers ennemis se concentrèrent sur lui.
3 obus s'écrasèrent au sol autour de lui, le recouvrant de sable volcanique brûlant. Il fut forcé de rouler avant même de voir si ses tirs avaient touché. Les Marines combattaient des fantômes. Les Japonais n'ouvraient le feu qu'une fraction de seconde, assez longtemps pour toucher une cible, puis se repliaient dans des tunnels où personne ne pouvait les atteindre. Les fusiliers essayaient de tirer sur les lueurs, mais le temps qu'ils visent, l'ennemi avait disparu. Le son des mitrailleuses japonaises emplissait l'atmosphère à un rythme vif et vrombissant qui déchirait la cendre, telle une lame de scie agressive. Le sergent McMahon cria à l'escouade de se regrouper dans un creux peu profond, plus loin. Les hommes sprintaient et plongeaient, glissant sur le sable meuble. Un instant, il sembla plus sûr, jusqu'à ce que des mortiers encerclant leur position prouvent que même ce petit trou avait déjà été repéré par l'ennemi. Watson observait les Marines avec leurs garants tenter de fixer les nids de mitrailleuses, mais la précision à longue portée ne servait à rien si l'ennemi ne se montrait qu'un instant. Même les tireurs d'élite étaient impuissants lorsque la cible disparaissait avant que la balle n'atteigne son but. C'est à ce moment que Watson comprit quelque chose qui allait tout changer. Le fusil automatique Browning ne pouvait pas être utilisé comme le disait le manuel. Pas ici, pas dans ce genre de combat. S'il restait immobile, il serait enseveli sous les mortiers. S'il tirait lentement, il serait surclassé. S'il suivait les règles, il mourrait. Le piège s'était refermé, mais Watson était sur le point de le briser en refusant de combattre selon les règles enseignées aux Marines. Coincé dans la cendre, Watson savait qu'il n'avait que des secondes pour agir. À 50 mètres devant, une mitrailleuse japonaise cracha ses tirs depuis l'entrée d'une grotte, ses balles traçantes balayant les Marines comme une lame. Chaque fois qu'un de ses coéquipiers essayait de lever la tête, les balles sifflaient près de leur casque. Watson tenta ce que le manuel lui indiquait. Il déplia le bipied, s'allongea au sol et tira avec prudence. Cependant, à l'instant même où il stabilisa le BAR et déchargea ses premiers coups, un obus de mortier percuta le sol si proche que cela lui coupa littéralement le souffle. Un autre obus suivit, puis un autre. L'ennemi ne ciblait pas l'escouade, mais le visait personnellement, lui. Le porteur du BAR était toujours la cible la plus importante. Watson roula dans la cendre, toussant et s'étouffant avec la poussière chargée de soufre, et il comprit la terrible vérité. S'il restait immobile, il mourrait. Le nid de mitrailleuse n'allait pas attendre qu'il trouve une position de tir parfaite. Les mortiers ne lui permettraient pas d'ajuster son tir. Tout dans ce combat était conçu pour tuer les hommes qui cessaient de bouger. Alors Watson a fait la seule chose que les manuels n'enseignaient jamais. Il s'est levé. Il se releva, son lourd fusil automatique Browning en main, et avança directement sur la grotte ennemie. Le poids de l'arme, autrefois une malédiction, stabilisait sa visée alors qu'il avançait en tirant des rafales courtes et précises. Le recul pressait l'arme contre son épaule avec une force prévisible. Chaque pas s'enfonçait dans le sable mou, soulevant du gravier noir tandis qu'il progressait. L'équipe de la mitrailleuse japonaise s'est figée un instant. Ils n'étaient pas entraînés pour ça. Les Marines américains devaient trouver une couverture, se regrouper et progresser par bonds lents et mesurés, et non charger un bunker en plein jour, armé de tirs automatiques. Watson a continué à tirer, non pas de manière désordonnée, mais par rafales maîtrisées. Le BAR aboyait fort, son écho résonnant sur la crête. Les traçantes de la grotte se sont désespérément dirigées vers lui, mais Watson avançait. 20, 15, 10 mètres. Il a comblé la distance si vite que l'ennemi a à peine eu le temps de réagir. À bout portant, Watson a vidé le reste de son chargeur dans l'entrée de la grotte. Les coups de feu ont résonné comme le tonnerre dans la chambre exiguë, décimant l'équipe avant qu'elle ne puisse se replier dans le tunnel. En quelques secondes à peine, la mitrailleuse se tut. Derrière, les Marines cloués au sol le fixaient, incrédules. Un seul homme, trimballant la pire arme de l'unité, venait de neutraliser seul un nid de mitrailleuses fortifiées. Mais quelque chose de plus grand venait de se produire. Watson a compris que le BAR n'était pas le problème, c'était la solution. Il comprenait l'arme comme peu de Marines l'avaient fait.
Le BAR n'était pas fait pour tirer comme un fusil. Ce n'était pas une arme de soutien stationnaire. C'était une arme d'assaut rapprochée, conçue pour le mouvement agressif, pour submerger les défenseurs dans les brèves secondes où ils se montraient. Watson ne suivait plus les règles du jeu. Et, pour la première fois depuis son débarquement sur l'île, il sentait la situation changer. La bataille autour de lui faisait encore rage, mais il avait découvert la seule vérité qu'aucune doctrine n'enseignait. Sur Iwo Jima, la survie appartenait aux Marines qui enfreignaient les règles le premier. La charge de Watson a changé l'état d'esprit de toute l'escouade. Quelques instants plus tôt, les Marines restaient terrifiés, incapables de lever la tête. Ils virent un seul soldat au BAR écraser une position qui bloquait un peloton entier. Le message était clair. Le mouvement, la vitesse et la violence fonctionnaient mieux ici que tout ce que les manuels d'entraînement avaient promis. Le sergent McMahon a crié d'avancer et les hommes se sont déplacés de cratère en cratère, utilisant les crêtes brisées comme couverture. Cependant, personne ne se déplaçait comme Watson. Il avait découvert une nouvelle approche, un rythme qui lui permettait de progresser tout en tirant de brèves rafales maîtrisées. Le BAR, avec son châssis lourd, stabilisait chaque tir. Les balles de calibre 30-06 déchiraient l'entrée des grottes avant que l'ennemi ne puisse se cacher. Chaque fois qu'un défenseur japonais se montrait, Watson pointait son arme vers l'ouverture et tirait une rafale qui les forçait à s'enfoncer dans leur tunnel. Ils étaient formés au combat lointain, pas pour un marine qui réduisait si vite la distance que leurs angles de tir devenaient vains. Les Marines autour de lui notèrent aussi le changement. Plutôt que d'attendre les équipes de mitrailleurs, ils progressèrent derrière Watson, laissant son tir agressif capter l'attention de l'ennemi. Les fusiliers, qui dépendaient normalement des tirs à longue portée, utilisaient maintenant le terrain pour se rapprocher, lançant des grenades dans les trous et nettoyant les petites grottes avant que les défenseurs ne puissent se ressaisir. Mais Watson en payait le prix. Il vidait ses chargeurs à toute vitesse, 20 cartouches parties en quelques secondes. Après chaque salve, il sentait sa ceinture de munitions s'alléger. Lorsqu'ils atteignirent le pied de la colline 203, il avait déjà utilisé plusieurs chargeurs. Il ne restait que 10 chargeurs. Chaque marine savait que si le BAR venait à manquer de munitions, il deviendrait un fusilier sans armes lourdes. Pourtant, Watson ne ralentit pas. Il avançait vers la colline avec détermination. Les Japonais avaient préparé chaque pente, creux et saillie pour diriger les Marines vers des zones mortelles. Watson, lui, traitait le terrain comme un labyrinthe vivant, se glissant entre rochers, tirant sur les entrées de grottes et avançant dès qu'il percevait un répit dans le feu ennemi. Les Marines atteignirent enfin la base de la colline 203 en sueur, épuisés et secoués. Watson essuya la suie et la poussière de son visage. L'ascension à venir était raide et mortelle, mais l'escouade avait survécu à la première épreuve. Mais aucun d'eux ne savait que les Japonais n'avaient pas reculé. Ils avaient tout simplement attiré les Marines plus profondément dans ce piège, et au sommet de la colline 203, un tout autre cauchemar les guettait, prêt à les submerger. L'ascension de la colline 203 fut lente et dangereuse. Le sol se dérobait sous chaque pas, glissant comme de la poudre. Watson restait bas, avançant entre les rochers déchiquetés tandis que son escouade progressait. Un instant, les tirs se calmèrent, donnant l'impression que l'ennemi s'était replié, mais ce sentiment ne dura que quelques secondes. À 11h47, un obus de mortier tomba soudain derrière Watson dans un craquement sec qui résonna sur le flanc de la colline. L'explosion projeta terre, cendres et fragments métalliques en l'air. Le caporal Henderson, à seulement quelques mètres de là, fut tué sur le coup. 2 autres Marines furent gravement blessés, incapables de bouger. Cependant, le plus terrible n'était pas les victimes, mais plutôt le câble. L'explosion avait sectionné la ligne de communication reliant la section au QG du bataillon. D'un seul coup, ils étaient coupés du monde. D'autres obus de mortier s'abattirent, dispersant les Marines restant sur une large étendue de terrain accidenté. Chaque homme plongea dans le trou ou la fissure la plus proche dans la roche, tentant d'échapper au bombardement constant.
Quand le barrage d'artillerie prit fin, un silence étrange et profond s'installa sur la colline 203. Il n'y avait plus de voix, plus d'ordre, et personne ne savait où les autres avaient pu atterrir. Watson releva lentement la tête. Le flanc de la colline avait changé. Les Marines, qui l'accompagnaient quelques minutes auparavant, étaient à présent dispersés et piégés derrière des crêtes et des dépressions infranchissables. Il tenta de faire signe à McMahon, mais le sergent était introuvable. À travers la brume de soufre, Watson aperçut du mouvement, l'infanterie japonaise se glissant dans des bunkers et des grottes que les Marines croyaient nettoyer. Il ne battait pas en retraite, il remettait en place le piège. Il compta au moins 7 positions de tir en demi-cercle autour de lui. Chacune surplombait le chemin que les Marines avaient emprunté. Chacune était reliée par des tunnels à plusieurs autres, permettant à l'ennemi de déplacer ses soldats aisément sans s'exposer. Watson comprit qu'il ne chassait pas un seul marine, il se préparait à anéantir toute la section dispersée. Il vérifia ses munitions. Il lui restait 10 chargeurs, 200 cartouches, assez pour seulement quelques minutes de combat acharné. La réalité le frappa de plein fouet. Il était seul sur la colline. Pas de radio, pas d'escouade. Aucun moyen d'appeler à l'aide non plus. Les Japonais croyaient avoir décelé un point faible chez les Marines. Un seul tireur au BAR, épuisé, blessé ou sous le choc, attendant d'être achevé. Mais Watson ne pensait ni à se rendre, ni à s'enfuir. Il resserra sa prise sur le BAR. S'il voulait la colline, il devrait la lui prendre. Le flanc de la colline resta silencieux pendant près d'une minute. Alors, Watson les aperçut. Une escouade japonaise, forte de 8 hommes, avançait sereinement sur la pente en sa direction, leurs fusils tenus bas, comme s'ils étaient réellement convaincus que le marine posté sur la colline était déjà décédé. Ils avançaient d'un pas lent et assuré, vérifiant les corps et scrutant les rochers à la recherche de survivants. Watson attendit qu'il soit à moins de 40 mètres, puis il tira la première rafale. Le BAR rugit, traçant une ligne de balles de calibre 30-06 qui traversa l'escouade avant qu'elle ne puisse réagir. 2 hommes tombèrent net. Un autre tenta de se cacher derrière un rocher, mais la seconde rafale de Watson l'atteignit en plein saut. En quelques secondes, les 8 soldats furent tous mis hors de combat. La violence subite retentit le long de la crête et la vallée tout entière parut se figer. Les Japonais comprenaient à présent qu'il était bien vivant. Un cri retentit plus haut sur la colline. 2 autres escouades apparurent, se déployant pour le prendre à revers. Cette fois, ils avançaient plus vite, à couvert dans l'ombre et les rochers. L'ennemi, fort de son nombre, pensait que Watson manquerait de munitions avant de pouvoir les arrêter. Watson n'attendit pas qu'ils aient fini de se déployer. Il quitta sa position et commença à descendre la pente, tirant de courtes rafales et se déplaçant de gauche à droite pour ne pas devenir une cible facile. Poussière et cendres jaillissaient autour de ses bottes, les balles percutant le sol. Le tir d'un sniper lui érafla l'épaule, le faisant pivoter sur lui-même, mais il se rattrapa et continua de tirer. Le fusil tremblait, mais son poids stabilisait chaque rafale. Chaque fois que l'ennemi surgissait, Watson les repoussait derrière les rochers d'une salve de tir. Il bougeait tel un homme refusant de mourir sur place. Les Japonais ne pouvaient pas prédire où il allait surgir. Une grenade atterrit près de ses pieds. Watson plongea derrière un rebord rocheux. L'explosion déchira la pierre et le couvrit de nombreux éclats tranchants. Il se redressa, haletant fortement, puis fit feu une nouvelle fois. Un soldat ennemi s'effondra. Un autre tenta d'avancer et tomba quelques secondes plus tard. Les escouades se replièrent, choqués qu'un seul marine ait stoppé 2 vagues. La poitrine de Watson se soulevait, la sueur lui piquait les yeux, mais sa détermination se renforçait. Il voulait la colline, il n'allait pas la leur céder. La crête se tut, mais Watson savait que ce n'était pas fini. Il ne lui restait qu'un seul chargeur complètement plein, soit 20 munitions suffisant pour une unique minute de tir continu. En rechargeant, il repéra du mouvement de l'autre côté de la pente, bien plus qu'avant. Plus que 2 escouades, plus qu'une douzaine d'hommes.
Des ombres se déplaçaient entre les rochers et les bords des cratères. Bientôt, il comprit la vérité. Un peloton japonais entier venait pour lui, près de 40 soldats, se déplaçant en un large arc pour écraser le marine isolé sur la colline. Watson sentit le dernier chargeur s'enclencher dans le BAR. Il n'y avait aucune possibilité de retraite, aucun renfort et aucune radio. Juste lui, le fusil que tout le monde détestait et la crête qu'il refusait d'abandonner. Il se déplaça vers un point haut et inspira profondément. Quand le premier soldat ennemi apparut, Watson tira une courte rafale, puis une autre, et encore une autre. Il ne gaspilla pas une seule balle. Chaque rafale était ajustée. Chaque mouvement était rapide et précis. Les Japonais tentèrent de le coincer dans un coin avec des tirs de fusil et des grenades. Mais Watson utilisa habilement chaque rocher et chaque creux du terrain pour rester en vie. Il modifiait sa position si rapidement que l'adversaire n'était pas en mesure de le repérer. Son dernier chargeur se vida rapidement, chaque rafale frappant la ligne qui avançait. 3 minutes plus tard, son dernier tir résonna sur la crête. Alors, le silence. Quand la fumée se leva, la colline était entièrement recouverte de corps. On estima plus tard que près de 60 soldats japonais furent stoppés par un marine et un BAR. Watson s'assit, tout tremblant, l'arme vide posée sur ses genoux. Le sang coulait sur son épaule et la cendre autour de lui était déchirée par les bombes et les balles. Il ne lui restait plus rien à tirer, plus rien à offrir, il était complètement épuisé. Quand les Marines l'ont enfin atteint, ils l'ont trouvé à peine conscient, mais vivant. Les chirurgiens lui sauvèrent bras et jambes. Bien qu'il n'ait pas repris le combat, ses actions sur la colline 203 se propagèrent dans le corps comme une traînée de poudre. Les officiers étudièrent sa façon de combattre, de bouger, de tirer et d'utiliser le BAR, non pas comme une arme défensive et lente, mais comme un outil rapide et agressif. Watson a montré aux Marines que le BAR n'était pas un fardeau. C'était une arme redoutable, capable de briser les points fortifiés, un outil précieux pour l'homme audacieux qui osait avancer tandis que tous les autres reculaient. Wilson Watson a reçu la médaille d'honneur, mais il n'a jamais beaucoup parlé de ce jour-là. Il affirmait avoir simplement fait ce qui était nécessaire, mais les hommes qu'il avait sauvés racontaient une toute autre vérité. Sur cette colline, Watson n'a pas seulement sauvé des Marines, il a transformé leur combat.